Bienvenue à cette nouvelle séance virtuelle des Midis de l'IRIB. L'IRIB est l'acronyme de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles qui rassemble des chercheurs en économie, en droit, en sociologie, en sciences politiques, en histoire ou en architecture, qui sont principalement actifs à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Les Midis de l'IRIB sont organisés toutes les 6 semaines environ. C'est l'occasion de présenter des travaux récents de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à des problématiques urbaines bruxelloises à travers des perspectives disciplinaires variées. La séance d'aujourd'hui accueille deux chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Xavier May, d'une part, qui est économiste et chercheur au sein de l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire. Ensuite, nous accueillons Chloé Deligne, chercheuse au FNRS, enseignante en histoire et qui coordonne le lieu, le laboratoire interdisciplinaire en études urbaines. Tous deux ont été amenés à travailler ensemble sur le thème de l'eau dans le cadre d'un projet de recherche en cours financé par Innoveris. Je pense qu'ils commenceront leur intervention en vous disant deux mots de ce projet. Une petite précaution oratoire, j'ai eu l'occasion de travailler avec les deux premiers orateurs que je connais donc bien et je vais me permettre de les tutoyer pour ne pas rendre artificiel notre échange. Je vous cède immédiatement la parole pour 3/4 d'heure environ et je reprendrai le micro à la fin de votre présentation pour introduire Cédric Prévédello qui nous fait le plaisir d'être le discutant aujourd'hui. Voilà, bonne présentation et à tout à l'heure. Je vais partager l'écran. Oui, ou alors peut-être juste après mon introduction, comme ça, D'accord, comme tu veux. comme tu veux. Mais oui, ben merci beaucoup Tatiana et plus généralement à l'IRIB et à Brussels Studies de nous permettre en fait, de présenter et de discuter l'article et les tenants et aboutissants de cet article qui est paru donc hier dans les Brussels Studies. Effectivement, je vais peut-être prendre 2-3 minutes avant de céder la parole à Xavier, qui est, on peut le dire, la cheville ouvrière de cette recherche en particulier, pour présenter un tout petit peu mieux le cadre dans lequel cette recherche a été menée, le contexte. Puisque, en fait, comme Tatiana l'a mentionné, c'est une partie de la recherche d'un projet plus large qui s'appelle Hyper. Et malgré son nom un peu joyeux, ce projet s'intéresse à une problématique largement sous-estimée et largement invisible, même si elle a un tout petit peu gagné en visibilité ces dernières années, qui est ce qu'on pourrait appeler les vulnérabilités hydriques. Et hyper, c'est pour hygiène personnelle, sans, en dehors ou mal chez soi. C'est-à-dire un projet qui essaye ou qui vise à mieux documenter ce problème, cette problématique de difficulté d'accès à l'eau aujourd'hui, en particulier à Bruxelles, mais on pourrait même généraliser à un nombre de villes de plus en plus importantes, même dans les pays riches d'Europe occidentale. Alors cet accès à l'eau, comme le titre l'indique, ce n'est pas tant l'accès à l'eau pour la boisson, hein, qui dans les imaginaires en fait occupe souvent la première place et à raison, puisque sans eau pour boire, ben, les fonctions physiologiques sont évidemment anéanties, mais plutôt l'eau d'hygiène, ce qu'on a appelé l'eau d'hygiène, c'est-à-dire l'eau qui permet de prendre soin du corps, qui permet de prendre soin du linge, ou qui permet d'accéder à des toilettes, puisque dans une ville comme Bruxelles, les toilettes sont en grande partie, enfin, c'est même pas en grande partie, c'est presque en totalité fonctionnelles grâce à un apport en eau et à la chasse d'eau. Et si ça nous a paru important de mettre en évidence ces aspects plutôt liés à l'hygiène, c'est aussi parce que en fait, les volumes d'eau aujourd'hui qui sont consacrés à ces fonctions ou à ces usages-là représentent en fait, on a parfois tendance à ne pas le savoir ou à l'oublier, représentent 80 à 85% des volumes d'eau utilisés. Or, il se fait qu'aujourd'hui, dans un contexte bruxellois de forte paupérisation d'une grande partie de la population ou d'une partie croissante de la population bruxelloise, mais aussi d'un nombre croissant de personnes qui sont présentes sur le territoire bruxellois, mais qui n'ont pas de logement stable ou pas de logement salubre ou pas de logement du tout.
eh bien, ces personnes sont de plus en plus nombreuses également. Et ces situations de paupérisation ou de difficulté d'avoir accès à un logement stable et salubre contribuent évidemment à à l'augmentation de ce phénomène préoccupant qui est celui du non-accès à l'eau. Un droit qui est, c'est comme ça que commence l'article, qui est pourtant reconnu depuis 2013 comme un droit fondamental par l'Organisation des Nations Unies. Alors pour avoir une estimation du nombre de personnes qui sont concernées par ces vulnérabilités hydriques au sens large, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir accès à une eau en quantité ou en qualité suffisante, beh, ces estimations à minima, et c'est aussi une des approches quantitatives qu'on a essayé de mener dans le cadre de ce projet, on peut l'estimer à 10 de la population bruxelloise aujourd'hui, à minima. Donc à minima, aujourd'hui, et c'est sans doute largement sous-estimé, 10 de la population bruxelloise sont dans ce qu'on pourrait appeler une situation de vulnérabilité hydrique, qu'on distingue volontairement de la précarité hydrique, mais je ne vais pas rentrer dans le débat ici maintenant. Alors les raisons de ce non-accès à l'eau, ben, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, elles sont diverses et elles sont entremêlées. C'est bien sûr la question du logement que j'ai brièvement évoquée, mais c'est aussi lié, et c'est un des aspects importants de notre projet aussi, à la disparition ou carrément à l'inexistence d'infrastructures ou d'équipements publics, gratuits, ou en tout cas facilement accessibles en dehors du logement. Donc on résume avec raison l'accès à l'eau au logement, c'est un droit fondamental dans le logement, mais une fois qu'on sort de la problématique du logement, en fait, on n'a pas grand-chose comme possibilité de soutien d'un accès à l'eau à Bruxelles. Et bien sûr aussi, et c'est la raison pour laquelle je vais assez vite passer la parole à Xavier, c'est aussi lié au prix et à la tarification de l'eau, c'est-à-dire la capacité des abonnés ou des ménages bruxellois à honorer la facture d'eau qui leur parvient sous des formes diverses. Et donc le projet Hyper, il essaye de s'intéresser à tous ces aspects-là. L'aspect de différentes modalités de vulnérabilité hydrique, grandissante dans une ville riche, ou en tout cas dans un pays riche d'Europe occidentale. Et d'essayer de montrer en fait la diversité des situations, hein. Souvent, on résume très facilement à des situations très standardisées le problème de la vulnérabilité hydrique. Or, un des enjeux, c'est de montrer à quel point ces situations peuvent avoir des origines diverses et des aspects divers. Le projet Hyper, c'est aussi de montrer quels sont les obstacles pour l'accès à l'eau, au-delà de la difficulté du paiement, mais aussi toutes les richesses, je dirais, des stratégies développées par les premiers concernés pour malgré tout avoir accès à l'eau et voir si on ne peut pas s'inspirer, hein, de cette inventivité forcée, je dirais, des acteurs pour imaginer des dispositifs qui faciliteraient l'accès à l'eau. Donc le projet Hyper, c'est un peu tout ça. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut bien comprendre la partie dont on va vous parler aujourd'hui et qui est plus spécifiquement liée au prix, à la tarification de l'eau à Bruxelles. Et cela d'autant plus, je dirais, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup d'acteurs ici présents qui sont bien au fait, je dirais, de l'actualité de cette question du prix de l'eau, que depuis la fin de la législature précédente et le début de cette législature-ci, on nous annonce évidemment l'augmentation, je dis évidemment parce que c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis longtemps, l'augmentation du prix de l'eau à Bruxelles, un prix qui effectivement est resté relativement stable pendant plusieurs années. Et que, vu le problème de la vulnérabilité ou de la précarité hydrique, le législateur imagine aussi un certain nombre de dispositifs d'accompagnement sociaux pour les plus vulnérables ou les plus précaires, de manière à faire face à l'augmentation annoncée du prix de l'eau. Et donc l'étude que Xavier va présenter ici montre que c'est une question, la question de comment établir le prix et la tarification de l'eau, dans laquelle c'est vraiment extrêmement important d'avoir l'analyse la plus fine possible des données, sous peine, et je pense que c'est ça un des enjeux majeurs de l'étude, en fait de produire des effets inverses, voire contraires à ceux qui sont attendus ou espérés, ou souhaités, ou souhaitables.
Et aussi, je pense qu'un des fils conducteurs de cette étude, c'est de montrer qu'une décision ou une mesure qui, a priori, a été pensée de manière, entre guillemets, bien intentionnée, en fait, peut cacher des effets terriblement pervers. Donc voilà, c'est sur cette petite introduction que je vais céder la parole à Xavier et on va rentrer alors dans le vif du sujet sur cette tarification linéaire ou progressive à Bruxelles. Voilà. Le titre de l'article est Pourquoi ne pas en finir avec la tarification progressive de l'eau à Bruxelles, vu que cette tarification progressive va être partiellement abandonnée l'année prochaine, donc vu que les compteurs collectifs vont passer en tarification linéaire. Voilà, donc Chloé a rapidement présenté notre projet, le projet Hyper. Comme l'a rappelé Chloé, nous sommes dans le cadre d'un bien, l'eau, qui est un bien particulier, qui est considéré comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 à l'unanimité. Et c'est un caractère spécifique et ce qui souligne l'importance d'avoir accès à ce bien. Or, aussi à Bruxelles, on est dans un cadre où la pauvreté est très importante. Pour rappel, un tiers des ménages bruxellois vivent avec un revenu qui est inférieur au seuil de risque de pauvreté. Donc, comme les revenus de beaucoup de ménages sont très faibles, il est important de garder un prix bas pour garantir un meilleur accès possible à un maximum d'habitants bruxellois. Alors, la tarification progressive a été introduite en 2005. Donc, en 2005, on est passé d'un tarif linéaire à une tarification progressive de l'eau. Et quand on a fait ce passage, on a fait ça avec en tête deux objectifs qui, somme toute, comme le disait Chloé, je pense, sont des objectifs louables. Donc, c'était d'avoir une tarification qui était solidaire, c'est-à-dire de permettre à tous de disposer d'une quantité d'eau couvrant des besoins vitaux à un prix réduit. Et donc, l'idée aussi derrière cette tarification progressive, c'était que comme on pensait que plus le revenu des ménages était élevé, plus ces ménages allaient consommer de l'eau, les ménages aisés allaient davantage contribuer au service de l'eau que les ménages pauvres. Donc, on avait une tarification solidaire et une tarification qui avait une vocation écologique qui est par le biais d'un système, d'un signal prix, d'essayer de dire aux ménages, plus vous consommez, plus vous allez payer votre eau chère, et donc inciter les ménages à économiser l'eau au maximum. Alors, ceci, il faut quand même tenir compte du contexte. Donc, le contexte bruxellois est un contexte où 2 tiers des ménages sont fournis par un compteur collectif. C'est-à-dire que finalement, pour 2 tiers de ces ménages, on ne connaît pas la consommation d'eau du ménage. Et donc, déjà, initialement, je pense que le législateur aurait dû être méfiant par rapport à un système de tarifs qui est basé sur la consommation de l'eau, alors que déjà pour 2 tiers des ménages, on ne connaît pas la consommation d'eau. Donc, je pense que là, il y aurait dû sans doute avoir déjà un premier signal d'alerte. Alors, actuellement, la tarification progressive est une tarification avec 4 tranches de prix et c'est une tarification par personne. Donc, c'est une tarification progressive par personne à 4 tranches. L'année prochaine, normalement, d'après ce que j'ai compris de la méthodologie tarifaire proposée par Bruegel, on devrait passer à 3 tranches au lieu de 4 tranches. Alors, pour rapidement introduire comment est-ce que nous avons travaillé, donc nous avons en grande partie eu recours aux données SILC. L'enquête SILC. L'enquête SILC, c'est une enquête sur les revenus et les conditions de vie, qui est une obligation imposée par Eurostat à la Belgique. Donc, ce sont des enquêtes qui ont lieu chaque année en face à face la plupart du temps. Donc, en 2017, il y avait 6054 ménages belges qui ont été interrogés. Et sur ces 6054 ménages belges, il y en avait 1076 qui étaient bruxellois. Alors, petite précision,
méthodologique, nous avons fait des estimations sur base des dépenses en eau. Donc, les dépenses et non la facture d'eau. Pourquoi non la facture d'eau? Parce qu'en fait, comme 2/3 des ménages sont derrière un compteur collectif, ils paient l'euro auprès du gestionnaire de compteur, c'est souvent le propriétaire, éventuellement le syndic, mais donc ils n'ont pas de facture d'eau parce qu'ils n'ont pas de relation directe. 2/3 des ménages n'ont pas de relation directe avec Vivaqua. Et c'est les dépenses plutôt que la consommation parce que je pense que personne ne connaît sa consommation d'eau. À la limite, on connaît sa dépense en eau, mais on ne connaît pas sa consommation en eau. Alors, le problème que ça pose, de travailler sur la dépense plutôt que sur la consommation d'eau, c'est que à Bruxelles, et en particulier à Bruxelles, et en particulier dans ce contexte de compteur collectif, la dépense ne va pas toujours refléter la consommation d'eau, vu qu'en fait, on ignore la consommation des ménages qui sont derrière un compteur collectif. Dans le meilleur des cas, il y a un compteur de passage qui est efficace et qui est précis, mais même dans ce cas-là, cet aspect-là ne retourne pas chez Vivaqua, et donc on va payer au prorata de la facture totale la plupart du temps, et on va payer ce prorata au propriétaire. Et donc, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, on n'a pas une dépense qui reflète forcément la consommation, parce que comme le compteur est collectif, si l'ensemble de l'immeuble, l'ensemble de la consommation derrière le compteur est très élevé, ça va augmenter la consommation totale, ça va augmenter le prix de l'eau, et donc on peut avoir 2 ménages différents qui vont payer des dépenses en eau différentes pour des consommations qui sont à terme identiques. Et alors, une dernière chose à savoir, c'est que 30% des ménages bruxellois n'ont pas répondu à la question de la dépense en eau. Ça veut dire que 30% de ces ménages bruxellois sont incapables de dire combien ils dépensent en eau. Et ça, je pense que de nouveau, c'est un élément à mettre en lien avec les compteurs collectifs, c'est-à-dire que ça fonctionne par des provisions à payer à un propriétaire, on n'a pas de facture, on ne se souvient pas combien on paye, il y a beaucoup de gens qui déménagent, etc. etc. Et donc, c'est 30% des ménages bruxellois qui ne donnent pas qui sont incapables de donner leurs dépenses en eau, et c'est seulement 10% sur l'ensemble de la Belgique. Donc, il y a bien une spécificité bruxelloise ici. Alors, comme la tarification est censée être solidaire ou sociale, nous avons essayé d'examiner le lien qu'il y a entre la richesse et les dépenses en eau. Alors, vous voyez le graphique ci-dessus. Donc, la population est divisée en 10 déciles. Donc, chaque bâton représente 10% de la population. Donc, petite précision dont j'ai oublié de faire. Ici, on est face à un graphique qui est produit pour la Belgique. Donc, c'est la dépense en eau moyenne des Belges. Alors, ça pose pour le moins une question. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris la Belgique? C'est parce que faire une division en dépenses pour Bruxelles, ce serait un peu compliqué, a fortiori quand on sait qu'il manque à peu près 30% des ménages. 30% des ménages n'ont pas répondu à la question des dépenses en eau. Donc, ça, c'est déjà une des raisons pour lesquelles je le fais pour Bruxelles. Mais le graphique est de toute façon le même si on le fait pour la Flandre ou pour la Wallonie séparément. Et c'est un peu, entre guillemets, bizarre de le faire pour la Belgique parce qu'en fait, entre chaque région et entre chaque distributeur, le prix de l'eau varie. Mais néanmoins, malgré ces réserves, le graphique a toujours cette forme-là, que ce soit pour la Belgique, pour la Flandre ou pour la Wallonie. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose probablement de structurel derrière ce graphique. Et donc, on observe pour ce graphique que le 10e décile, donc les ménages avec les revenus, les 10% des revenus les plus élevés, ont une facture en moyenne de 472 €, et les ménages les plus pauvres sont ceux du premier décile, ont une facture de 253 €. Il y a donc bien un lien entre consommation d'eau et revenus. Mais il y a un mais à ceci, c'est qu'il y a aussi un lien entre la taille du ménage et le revenu, ce qui est éminemment logique.
plus il y a de gens dans le ménage, plus il y a d'adultes dans le ménage, plus on est susceptible d'avoir un revenu en plus. De même, plus il y a d'enfants dans le ménage, plus on va recevoir, en principe, des allocations familiales. Donc, plus le ménage est grand, toutes choses étant égales, plus le revenu du ménage sera important. Et qu'est-ce qu'on regarde, et qu'est-ce qu'on constate également aussi, c'est que plus le ménage est grand, plus la consommation d'eau est élevée. Et ça semble aussi très logique. 4 personnes consomment plus d'eau qu'une seule personne. Mais la résultante de ceci, c'est qu'en fait, si on regarde la dépense en eau moyenne par personne, en fonction des déciles de revenus, en fait, on n'a plus cette belle courbe montante qu'on voit ici. En fait, on obtient un graphique qui est parfaitement plat. C'est-à-dire qu'on a du premier au 10e décile une dépense moyenne en eau qui est stable. C'est ce que je vais vous montrer ici, donc dans un deuxième graphique qui est toujours pour la Belgique, où ici, au lieu de parler en termes de revenus, parce qu'en fait, je pense que la notion de revenu, et ça c'est une erreur qui est sans doute qui est régulièrement commise, la notion de revenu n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'avoir un revenu de 3 000 € si on est une personne seule, ou si on est un ménage avec 4 personnes, fatalement, la richesse de ce ménage va être fondamentalement différente. Donc, la notion de classer les gens en termes de revenus n'est pas pertinente. Il faut classer les gens en termes de revenus standardisés, c'est-à-dire en termes d'un revenu, mais pour lequel on corrige par la composition du ménage. Et c'est ça l'idée du décile de revenus standardisé. Donc, c'est-à-dire que dans le 10e décile, on a effectivement des gens qui sont riches, et dans le premier décile, on a des gens qui sont pauvres, parce qu'on a corrigé le revenu par la taille du ménage et par la composition du ménage. Et donc, sur ce graphique-ci, qu'est-ce qu'on constate? C'est que du premier au dernier décile, somme toute, la consommation d'eau, la dépense en eau, plutôt que la consommation d'eau, elle est relativement stable. On ne voit pas on ne peut pas vraiment dire que le premier décile consomme plus ou moins que le 10e décile. Et donc, ce que ceci semble indiquer, c'est que la figure précédente, en fait, celle-ci, est une figure qui induit en erreur le lecteur. Elle est correcte, mais elle induit en erreur. Il ne faut pas s'intéresser à la consommation d'eau, la dépense en eau des ménages, il faut s'intéresser à la dépenses en eau par personne des ménages. Or, ce graphique-ci est un des graphiques qui a fondamentalement aidé au passage, je pense, de la tarification linéaire vers la tarification progressive. Alors, qu'en est-il pour Bruxelles? Donc, c'est-à-dire que le graphique tel que je vous présente pour la Belgique ici, il est tout à fait similaire pour la Flandre et pour la Wallonie. Et pour Bruxelles, en raison de l'échantillon qui est nettement plus restreint, ici, j'ai été contraint de travailler en quartile. Mais même en quartile, de nouveau, on ne peut pas dire qu'on voit une tendance à la hausse ou à la baisse entre le premier et le dernier quartile. Donc, on est de nouveau, comme dans tous les cas, avec un profil de consommation, de dépenses en eau par personne qui est stable. Donc, un peu la conclusion de ceci, c'est qu'il est faux de croire que la tarification progressive bénéficie aux bas revenus. En réalité, elle profite aux ménages qui consomment peu d'eau par personne. Et ces ménages qui consomment peu d'eau par personne, on va les retrouver du premier au 10e décile. Donc, on ne peut pas dire que la tarification progressive, à mon avis, va profiter ni aux pauvres ni aux riches. Elle profite à certains ménages qui consomment peu et qu'on retrouve dans tous les déciles. Donc, la conclusion un peu de ceci, c'est que la tarification progressive ne semblait ne pas être solidaire ou sociale. Ça, c'est donc une première partie. Alors maintenant, je voulais essayer de m'intéresser au lien qu'il y a entre la tarification progressive, je m'excuse pour la mise en forme
du transparent. Il n'était pas comme ça dans la version précédente. Et évidemment, j'ai jeté la version précédente. Donc, la tarification progressive incite-t-elle à consommer moins d'eau, oui ou non? Alors, une première manière d'aborder cette question, c'est j'ai regardé la consommation moyenne d'eau à Bruxelles entre 2002 et 2018. Donc, je n'ai pas pris les données avant 2002 parce qu'il y a une rupture méthodologique entre 2001 et 2002. Et donc, je me suis contenté de prendre 2002 pour ne pas induire en erreur. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la consommation? Donc, les bâtons bleus, qui est la consommation d'eau moyenne par habitant à Bruxelles. Elle était de 122 litres par jour en 2002. Elle est descendue à 96 litres par jour en 2018. Donc, on voit que cette baisse de la consommation était déjà avait lieu avant l'introduction de la tarification progressive qui était introduite en 2005 à Bruxelles. Elle continue après. Par contre, et là, on est encore dans un contexte de prix de l'eau qui est relativement constant, donc c'est la courbe rouge. Par contre, entre 2009 et 2012, vous constatez qu'il y a une forte augmentation du prix de l'eau. Et donc, comme on dit, forte augmentation du prix de l'eau, on pourrait s'attendre à ce qu'une forte augmentation du prix de l'eau introduise une diminution de la consommation de l'eau par les ménages, et on voit qu'en réalité, il n'en est rien. Une fois que le prix de l'eau a fortement augmenté, la consommation se stabilise. Donc, le lien entre le prix et la consommation agrégée d'eau, pour le moins, on peut dire, il n'est pas clair. Donc, on ne voit pas de lien évident entre prix de l'eau et consommation de l'eau. Alors, si on analyse la situation un petit peu de ce qui se passe dans les autres pays et dans les autres régions, on voit que la consommation d'eau a diminué à la même période depuis les années 90. Elle diminue non seulement en Flandre et dans d'autres États européens. Donc, on voit que cette baisse de la consommation d'eau qu'on peut constater sur le graphique ici, elle a lieu dans d'autres pays européens. Et pourtant, tous ces pays ont des politiques tarifaires qui sont différentes de celles de la politique tarifaire de Bruxelles. Et donc, ceci quand même laisse penser qu'il y a d'autres facteurs explicatifs à cette baisse de la consommation. Et quels sont les facteurs explicatifs qui sont souvent cités? Alors, visiblement, un élément qui a une certaine importance, c'est l'apparition des chasses d'eau économiques, les performances des électroménagers, les pommeaux de douche économiques, les changements d'habitude, donc avec des gens qui prennent en général moins de bains et davantage de douches, l'impact éventuel des campagnes de sensibilisation, la diffusion des citernes et l'encouragement des pouvoirs publics à utiliser une citerne. Alors, un autre élément qui peut apporter des informations quant à ce lien entre tarification progressive et baisse de la consommation. On sait qu'à Bruxelles, la tarification progressive est très difficilement applicable pour 2/3 des ménages, vu qu'on ne connaît pas la consommation des ménages. Donc, en fait, ce que fait Vivaco dans la pratique, il calcule l'ensemble de la consommation d'un immeuble, il estime combien il y a d'habitants dans cet immeuble et il divise pour obtenir le prix de l'eau. Mais donc, dans la pratique, après, une fois que le propriétaire ou le gestionnaire du compteur reçoit cette facture d'eau, il doit la diviser au prorata des occupants. Et souvent, ça va être fait au prorata, dans le meilleur des cas, d'un compteur de passage, du nombre d'appartements, du nombre d'occupants que le propriétaire connaît. Mais en tous les cas, il n'est plus une tarification, ce n'est plus une tarification progressive, c'est une tarification qui est la plupart du temps réalisée par clé de répartition. Et donc, elle n'est pas progressive. Et donc, comme elle n'est pas progressive pour 2/3 des ménages, on peut douter que ça ait un impact sur la consommation d'eau. Et alors, un dernier élément, c'est que 30% des ménages bruxellois ne connaissent pas leurs dépenses en eau. Et s'ils ne connaissent pas leurs dépenses en eau, il est peu probable qu'une augmentation de ce prix de l'eau ou qu'un schéma tarifaire qui soit progressif les incite à
à diminuer leur consommation, vu qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs dépenses en eau. Et par ailleurs, il faut savoir quand même que la consommation d'eau des ménages bruxellois est très basse par rapport à la consommation enregistrée dans les autres villes européennes. Donc, somme toute, il est peu probable que la tarification progressive ait eu un impact important sur la consommation d'eau à Bruxelles. Donc, il ressort de ceci que l'argument écologique semble, pour le moins qu'on peut dire, n'est pas avéré. Il semble discutable. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de vous montrer que cette tarification progressive ne semble être ni solidaire, ni sociale, ni écologique, mais alors, voilà, les avantages qu'on lui donne ne semblent pas être présents. Alors, quels sont les éventuels inconvénients de cette tarification? Alors, je pense que les inconvénients de la tarification progressive sont en revanche nombreux. Les avantages sont peu clairs, mais les inconvénients sont nombreux. Alors, une première chose à savoir, c'est que comme c'est une tarification qui fonctionne par personne, elle est basée sur le nombre de personnes enregistrées dans le registre national, ce qui pose problème. Alors, on va voir par la suite pourquoi. Quels sont les problèmes pratiques qui sont soulevés par cette tarification progressive? D'abord, elle est très compliquée, voire impossible à appliquer dans la plupart des cas pour les compteurs collectifs, qui sont de nouveau, qui touchent 2/3 des ménages. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué, voire impossible à appliquer? Parce qu'en fait, pour pouvoir l'appliquer, il faut déjà avoir un gestionnaire de compteurs qui a une grande capacité mathématique et de grandes capacités à retrouver, à estimer la consommation, la dépense de chacun. Mais en plus, pour pouvoir y arriver pratiquement, il faut connaître deux choses. Il faut connaître la consommation de chaque ménage. Donc, et pour ça, il faut avoir un compteur de passage précis et qui fonctionne bien. Et ça, c'est quand même dans les cas où il y a des compteurs de passage, quand même les retours de terrain, c'est qu'ils ne sont pas toujours très efficaces, voire pas efficaces du tout. Et donc, la somme de la consommation enregistrée par les compteurs de passage n'égale pas à la consommation enregistrée par Vivaqua. Et au-delà de ça, donc même s'il y a des compteurs de passage, même si ces compteurs de passage sont parfaitement opérationnels et précis, il faut également, pour pouvoir appliquer la tarification progressive, connaître le nombre de personnes domiciliées dans chaque appartement. Mais un propriétaire, même si à la limite, il sait combien il y a de personnes dans son appartement, il ne sait pas qui y est domicilié ou pas. Donc, il y a deux éléments qu'il faut connaître et ces deux éléments, à mon avis, sont maîtrisés par très peu de propriétaires. Et c'est logique que le propriétaire ne sache pas qui est domicilié dans son appartement. Et donc, voilà. Donc, dans la pratique, c'est quasiment impossible d'appliquer la tarification progressive pour un propriétaire. Alors, un deuxième inconvénient quand même, donc, outre le fait qu'elle soit inapplicable pour 2/3 des ménages, c'est que le prix du mètre cube varie en fonction de la consommation de ses voisins dans le cadre d'un compteur collectif. C'est-à-dire que si moi j'habite dans un immeuble à appartement et que mes voisins ont une fuite ou consomment énormément d'eau, ça va augmenter la consommation d'eau de tout l'immeuble, on va tous payer notre eau plus cher et donc comme mes voisins consomment beaucoup d'eau, moi je vais avoir une facture d'eau qui va être plus élevée. Donc, dans ce sens-là, la tarification est véritablement solidaire. Donc, on est solidaire de la consommation de ses voisins. Mais ça semble quand même pas tout à fait normal. Alors, un autre écueil de cette tarification progressive, c'est qu'il y a dans la pratique des écarts possibles et parfois importants entre ce qui est renseigné au registre national et le nombre d'habitants effectifs dans un logement. Alors, on peut penser par exemple aux étudiants qui ne sont pas domiciliés dans leur cote, aux personnes sans papier, qui ne vont pas être renseignées non plus,
la problématique des déménagements qui sont nombreux à Bruxelles. Or, normalement, Vivaquois se base sur la situation au registre national au 1er janvier de l'année. Il y a l'hébergement occasionnel de personnes extérieures au ménage ou le problème des gardes alternés d'enfants. Comme les enfants ne peuvent être domiciliés que dans un domicile, si la garde est alternée, le parent qui n'a pas les enfants domiciliés chez lui, s'il est par exemple seul et qu'il a 2 enfants, il a un quota d'eau qui est fait pour une personne seule, mais dans la pratique, ils sont 3 la moitié du temps, par exemple. Et donc, il va payer son eau plus cher sans que ça n'ait aucune justification objective. Un autre problème lié à la tarification progressive, c'est qu'en cas de fuite, on se retrouve avec des factures très élevées, vu que comme la tarification est progressive, la dernière tranche est 2,5 fois plus chère que le prix moyen de l'eau, ou le prix pour une consommation moyenne de l'eau. Et donc, on se retrouve avec une consommation, une dépense en eau qui peut être vertigineuse. Et ceci dans le cadre c'est plus souvent le cas quand même chez des ménages qui sont déjà précarisés et donc qui se retrouvent avec une facture qui est extrêmement élevée à cause de cette structure progressive du prix. Un autre inconvénient, c'est que les ménages, les personnes isolées sont pénalisées par la tarification progressive parce que on sait, et ça c'est quelque chose qui est bien documenté, c'est que les isolés consomment en réalité davantage d'eau par personne, évidemment, que les ménages plus grands. Donc comme ils consomment davantage d'eau, dans le cas d'une tarification progressive, ils doivent payer leur eau plus cher par mètre cube que les autres ménages. Donc les isolés sont finalement des ménages qui sont un peu pénalisés par une tarification progressive. Et alors, il y a un dernier cas de figure qui est problématique, c'est quand on a un compteur d'eau individuel dans un immeuble qui a une chaudière commune. Donc, en fait, on a son eau chaude qui vient de la chaudière commune et on a un compteur collectif, un compteur individuel pour l'eau froide. Et ça veut dire dans ce cas-là, en fait, qu'on a une faible consommation d'eau sur le compteur individuel. Et donc, de là aussi, on paie injustement son eau trop peu chère dans ce cas-là, et qui n'est pas un cas si rare dans le bâti bruxellois. Donc, pour résumer, quel bilan peut-on tirer de cette tarification progressive? Elle ne semble être ni sociale ni écologique. Elle présente de nombreux inconvénients, notamment ceux que je viens de vous citer. Elle privilégie de fait les grands ménages par rapport aux petits. Or, à Bruxelles, 46% des ménages sont des ménages de personnes isolées. Elle a aussi l'inconvénient de fortement augmenter les coûts de gestion pour Vivaquois, parce qu'en fait, il faut entretenir toutes ces bases de données, il faut connaître pour chaque compteur le nombre de logements qu'il existe derrière le compteur et aussi connaître le nombre d'habitants derrière dans chaque logement. Et cette question n'est pas évidente. Pour preuve, dans la méthodologie tarifaire développée par Bruegel, Vivaquois et Bruegel ne dénombrent pas le même nombre de logements à Bruxelles. Donc, leur méthodologie aboutissent à un nombre de logements qui est un petit peu différent. Donc, la question du nombre de logements et du nombre d'habitants dans les logements n'est pas une question simple dans un habitat comme Bruxelles, dans un habitat dense, composé en grande partie d'immeubles. Alors, heureusement, cette tarification progressive va être enfin supprimée pour les compteurs collectifs. Donc, après plus de 15 ans, on va enfin supprimer cette tarification progressive pour les compteurs collectifs à partir de 2022. Mais qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça induit? C'est qu'elle va par contre être conservée pour les compteurs individuels. Alors, ça induit une iniquité de traitement parce qu'en fonction qu'on sera derrière un compteur collectif ou un compteur individuel, à consommation identique,
Et toute chose étant égale par ailleurs, on ne paiera pas le même prix pour cette quantité d'eau si on est derrière un compteur individuel ou derrière un compteur collectif, à moins d'être juste au point d'équilibre, c'est-à-dire à la consommation moyenne, probablement. Et une deuxième chose qu'a prévu Bruegel, c'est la possibilité de financer le tarif progressif par le tarif linéaire. Donc, Bruegel avait prévu et a prévu, quand on lit les documents sur la méthodologie tarifaire, de financer la tranche vitale, donc la première tranche du tarif linéaire, du tarif progressif, pardon, par le tarif linéaire imposé au compteur collectif. Et ça aussi, c'est l'idée, pourquoi est-ce que les compteurs collectifs financent les compteurs individuels, a fortiori quand on peut se douter qu'en général, quand même en moyenne, les personnes qui sont derrière un compteur collectif sont plus précarisées que les personnes derrière un compteur individuel. En conclusion, je pense qu'il faudrait éviter une tarification basée sur le registre national. Donc, il faut essayer de trouver un système tarifaire qui ne repose pas sur le registre national. Il faut voir que les ménages précaires vivant dans des mauvais logements, comme plus souvent le cas, sont négativement impactés par la tarification progressive, parce qu'en fait, comme ils ont des infrastructures moins bonnes, ils ont plus souvent des fuites, ils ont plus souvent un logement de très mauvaise qualité, et donc ils ont plus des consommations élevées, ces ménages précaires dans des mauvais logements, et donc ils vont aussi avoir un prix pour l'eau, une dépense en eau qui va être supérieure. Ils vont être négativement impactés par cette tarification progressive. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas généraliser la tarification linéaire à l'ensemble des compteurs, surtout que l'ordonnance en cours qui impose, qui impose cette tarification progressive est en cours de révision. Alors, quels seraient les avantages d'une tarification linéaire? C'est qu'avec un compteur collectif, le prix de l'eau ne dépend plus de ce que les autres ménages consomment. Donc, on est un petit peu solidaire, c'est-à-dire si la facture d'eau est divisée au prorata, par exemple, du nombre d'appartements, on paye toujours son eau un petit peu en fonction de ce que vont consommer les voisins. Mais en tout cas, le prix de l'eau par mètre cube est constant. Donc, même si le voisin a une fuite, ben, voilà, on n'est pas pénalisé en termes de prix de l'eau par mètre cube. Alors, de nouveau, il y a une plus faible hausse de la facture en cas de fuite avec un tarif linéaire. Alors, certes, il existe à présent un tarif fuite, ou il va exister un tarif fuite qui va être introduit par l'IVACOA, mais de nouveau, ce tarif fuite, il s'applique dans certains cas seulement, et il demande aussi une série de démarches administratives. Donc, pour une série de ménages en précarité, il sera difficile, ces démarches vont être un obstacle. Et donc, on va aussi, là aussi, avoir probablement un problème de non-recours. Donc, avec une tarif linéaire, on a moins cet effet d'explosion de la facture en cas de fuite. L'avantage d'une tarification linéaire, c'est que les isolés vont être moins pénalisés qu'avec une tarification progressive. Et il me semble qu'il n'y a pas d'argument vraiment pour pénaliser plus ou moins les ménages isolés. Et enfin, une tarification linéaire va avoir un impact sur les coûts de gestion pour l'IVACOA, donc il va y avoir pas de nécessité de nouveau d'avoir recours au registre national et de maintenir une base de données pour pouvoir utiliser cette tarification progressive. Donc, il y aurait aussi un gain en termes d'efficacité. Alors, je vais juste conclure en vous présentant, je pense, pourquoi il vaut mieux une tarification linéaire et il vaut mieux éviter d'offrir des mètres cubes gratuits, comme ça a été proposé par certaines associations ou une chose à laquelle le gouvernement français réfléchit. Alors, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux, selon moi, ne pas offrir des mètres cubes gratuits aux ménages?
parce que de nouveau, ça implique le recours au registre national, parce que si on offre des mètres cubes gratuits aux ménages, il est logique que ces mètres cubes gratuits soient au prorata du nombre d'habitants. Donc, on ne va pas offrir le même nombre de mètres cubes gratuits, a priori, à un ménage d'une personne et à un ménage de 5 personnes. Donc, de nouveau, on utilise le registre national et ça pose toute une série de problèmes en pratique et de biais. Et l'autre inconvénient d'offrir des mètres cubes gratuits, c'est que ça implique en fait, de fait, une tarification progressive. Et ceci, je vous le montre dans le graphique qui est ici en dessous. Ici, c'est dommage par contre que Ah, voilà. Donc, si on fait l'hypothèse, par exemple, d'un forfait de 15 mètres cubes gratuits par personne, donc c'est quelque chose de tout à fait fictif, hein, et d'un prix moyen par mètre cube qui est de 7 € par mètre cube. Donc ici, on voit que pour une consommation comprise entre 0 et 15 mètres cubes, fatalement, le prix moyen par mètre cube est de 0 €. Et puis, plus à partir de 16, 17, 18, 19 mètres cubes de consommation, on a une augmentation du prix de l'eau, du prix moyen du mètre cube, et fatalement, plus la consommation va augmenter, plus on va se rapprocher du prix d'un mètre cube additionnel, donc on va se rapprocher du prix de 7 € par mètre cube. Mais donc, on voit bien que dans ce cadre-là, avec un nombre de mètres cubes gratuits et un prix, quel qu'il soit, linéaire de l'eau, on obtient bien une tarification progressive. Et de nouveau, l'inconvénient de ceci, c'est qu'une tarification progressive, on ne sait pas à qui ça va profiter. Ça va profiter, certes, aux gens qui consomment peu, mais après, quel va être le profil socio-économique de ces ménages-là, on n'en a pas la moindre idée. Et donc, voilà. Je pense que cette solution-là me semble également être une fausse bonne idée. Voilà. Merci beaucoup Xavier pour cet aperçu de vos résultats, une partie des résultats produits par votre projet de recherche. Je vais proposer d'arrêter le partage d'écran de manière à ce qu'on puisse se revoir et puis surtout qu'on puisse accueillir notre troisième intervenant de la journée, qui est donc Monsieur Cédric Prévédélo, qui est géographe de formation et qui travaille depuis plusieurs années pour Aquawal, qui est donc l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie, de son nom officiel. Ça veut dire en fait qu'il connaît et il travaille tous les jours autour de questions similaires à celles qui ont été présentées dans le cadre de Bruxelles et qui, comme l'a rappelé Xavier May au début avec ses premiers graphiques basés sur les chiffres belges et non bruxellois, en fait, se pose de la même manière. Les questions de tarification, de connaissance de la population, etc., se posent bien sûr de la même manière en Wallonie qu'à Bruxelles. Plutôt que de proposer une discussion réelle donc de l'intervention que nous venons de suivre, Cédric Prévédélo a préparé, je pense, quelques questions destinées à poursuivre la réflexion avec les deux auteurs, dont l'échange va servir de prélude aux questions que vous pourrez poser ensuite. Donc, n'hésitez pas, d'autant plus si la discussion qui va avoir lieu maintenant génère d'autres questions pour vous ou commentaires, à déjà les poser dans le petit panneau de conversation. Donc, vous cherchez cette petite icône « Converser » et là, vous pouvez laisser un commentaire ou poser une question. Je les relayerai juste après cet échange entre nos trois intervenants et vous pourrez aussi, bien sûr, prendre la parole vous-même en demandant la parole. Voilà, Cédric, c'est à vous. Super. Je peux se tutoyer, pas de souci. Bonjour à tout le monde. Donc Cédric, j'ai été présenté, je vais pas me représenter. Je travaille sur ces questions depuis quelques années maintenant, y compris au niveau européen, via une association qui s'appelle Aqua Publica Europea. Et alors, je voudrais peut-être, avant de vraiment repasser à la discussion, recadrer quelques éléments, essayer de donner un contexte et une vue un peu wallonne de ce qui se passe à Bruxelles. Donc, on a parlé ici des objectifs qui étaient assignés à la tarification bruxelloise, qui sont assez classiques, hein. Il faut essayer de faire en sorte que tout le monde y ait accès et qu'on y fasse des économies. Il faut qu'il y ait un objectif écologique, un objectif social. C'est évidemment totalement louable, personne ne peut remettre ça en cause. Par contre, il y a
effectivement un objectif qui est régulièrement assigné également à une tarification de l'eau. Et en fait, il est parfois tellement évident qu'on a tendance à l'oublier, c'est qu'il faut financer le service public. C'est-à-dire qu'il faut assurer les investissements et les coûts d'exploitation en eau potable et en assainissement, parce que vous savez très bien que dans la facture d'eau, il n'y a pas que l'eau potable, il y a également l'égouttage et il y a l'épuration des eaux usées. Alors, cette tarification a été mise en place en 2005 à Bruxelles et en même temps, en Flandre et en Wallonie, on a également fait des réformes tarifaires. Alors, la grosse différence entre la Flandre d'un côté et la Wallonie d'un côté et Bruxelles de l'autre, c'est qu'entre-temps, nous, on a réévalué le système, on a évalué la tarification qu'on a mis en place en 2005. Et à ma connaissance, mais on peut me contredire, ça n'a jamais été le cas à Bruxelles. Donc, en fait, à Bruxelles, on était parti sur une certaine image de la société qui était de dire, de manière très caricaturale, il y a les méchants hédonistes et il y a les gentils frugaux. C'est-à-dire que ce n'est pas bien de consommer de l'eau et on part du principe que celui qui consomme beaucoup, c'est qu'il est riche. S'il ne consomme pas beaucoup, c'est qu'il est pauvre. Alors, ça correspond à un certain modèle qui est, on va dire, mental, qui était développé par le législateur de l'époque en se disant, ben voilà, les riches consomment beaucoup, les pauvres consomment peu. Et puis quand on regarde sur le terrain, ça s'est fait, je vous l'ai dit, en Flandre et en Wallonie, et ben c'est pas du tout ce qu'on constate. Et c'est ce que Xavier vient de présenter. C'est qu'on ne peut pas se caricaturer la société en disant qu'elle doit correspondre à ce qu'on pense. Et dans les faits, effectivement, on a une grande variabilité de la consommation suivant le revenu. Ce qui fait qu'en fait, tout modèle de tarification qui voudrait essayer de remplacer l'impôt, en fait, un impôt progressif, normalement, plus on a des revenus, bien plus on contribue au service public. C'est cette logique-là. Normalement, c'est un service public, l'eau, l'assainissement, qui n'est pas financé par l'impôt, il est financé par la facture, en espérant que le système redistributif de notre État social continue. C'est-à-dire que pour cela, il faut que des riches consomment beaucoup et que des pauvres consomment peu. Alors, ce n'est pas le cas, on l'a dit, et ça crée énormément de problèmes. On a parlé de précarité ou de vulnérabilité hydrique. C'est un sujet qui est sur la scène politique depuis quelques années maintenant et qui est un vrai sujet. On est quand même dans un pays où il pleut beaucoup. On a l'habitude de se plaindre de la drache nationale, qui a de l'argent. On est quand même dans un pays développé. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est jamais réellement penché, en tout cas à Bruxelles au niveau tarifaire. Et comme je vous l'ai dit, il y a une telle variabilité de consommation entre les niveaux socio-économiques. À un niveau socio-économique équivalent, on peut avoir des consommations d'eau qui sont très différentes. Eh bien, on ne peut pas faire rentrer ça dans un modèle. Et finalement, si on veut un modèle qui marche, eh bien, il faut le tester, le modèle. C'est ce qu'on n'a typiquement pas fait. C'est ce qu'on a fait chez les autres. Et on a eu la chance en Wallonie de tester le modèle bruxellois sur notre population. On s'est rendu compte de plusieurs constats. C'est que si le système bruxellois voulait être solidaire, eh bien, par rapport à notre modèle wallon, que je vais peut-être expliquer rapidement, on a une grosse partie fixe. Donc, à Bruxelles, quand on consomme 0 m3, on paye normalement 23,80 € hors TVA, donc 25,30 €. En Wallonie, on paye 130 € hors TVA, donc pas loin de 150 € TVA compris. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence de modèle à ce niveau-là. Et puis, on a une tarification qui n'est pas basée sur la composition du ménage et qui est quasiment linéaire. Une petite tranche de 0 à 30 m3 par ménage et par an, et puis de 30 à 5000 m3. Et j'ai comble de l'horreur, on a même une tarification qui est dégressive à partir de 5000 m3 et puis de 25 000 m3. Alors, évidemment, plus dans un ménage, on est chez les industries. Donc, on octroie même une dégressivité pour les gros consommateurs industriels, ce qui est évidemment, a priori, pas ce qui est le plus environnementalement souhaitable. Eh bien, on a comparé le modèle bruxellois et notre modèle. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait pas de modification de la précarité hydrique. On a le même pourcentage exactement de personnes qui rentreraient dans la case précarité hydrique, qui doit évidemment être définie et qui est imprécise, mais voilà, on a un indicateur et cet indicateur n'a pas évolué. Par contre, ce qui a changé, c'est la composition des ménages en état de précarité hydrique. Si en Wallonie, puisqu'on ne tient pas compte de la taille du ménage, on a de facto évidemment beaucoup de familles nombreuses qui se retrouvent dans cet état, on aurait, en appliquant le modèle bruxellois, beaucoup de personnes isolées. Alors, je ne connais moins la réalité à Bruxelles qu'à Wallonie, mais en Wallonie, la population en risque de précarité hydrique est précarité tout court, pardon, c'est devenu un réflexe. En risque de pauvreté, il y a une surreprésentation des ménages de petite taille, de 1 à 2 personnes. Alors évidemment, si on appliquait le modèle bruxellois, on augmenterait le nombre d'isolés, la consommation d'eau désisolée essentiellement, et donc on n'arrangerait pas du tout le système. Alors, dernier point que je voudrais développer, c'est de se dire que parfois, il peut y avoir une contradiction entre l'objectif environnemental et l'objectif social. Et je prends un exemple très concret. Si on veut faire des économies d'eau, il faut évidemment essayer d'aller faire en sorte que les gros consommateurs consomment peu d'eau, consomment moins d'eau, diminuent leur consommation.
Et si ce sont effectivement des ménages aisés, eh bien, on pourrait arriver à des politiques où on promeut les citernes d'eau de pluie, où on promeut les chasses d'eau économiques auprès de ménages qui consomment beaucoup d'eau. Typiquement, des technologies, comme toute nouvelle technologie, on parlera peut-être ultérieurement d'économie circulaire, on recyclerait les eaux qui viennent des douches, qui peuvent se recycler, et on aurait des douches qui consomment 5 litres. Ce sont des technologies qui coûtent cher. Et si on ne s'assure pas que ces technologies soient accessibles, d'abord dans les logements publics ou les bâtiments publics, eh bien, on va accroître ces disparités. Donc, vous voyez, la tarification de l'eau, elle est extrêmement compliquée et les implications qu'il y a derrière ne sont pas aussi simples que ce qu'on imagine dans un modèle quand on fait une tarification. Alors ça, c'était quelques éléments de contexte que je voulais remettre ici. Je connais relativement bien le sujet, je pourrais en parler pendant des heures, je pense qu'on n'a pas le temps, c'est bien dommage. Mais j'ai envie de poser quelques questions à nos intervenants ici en leur disant, si on part du constat, et vous m'avez convaincu, que le tarif progressif n'est pas la bonne solution pour Bruxelles. Vous dites, OK, on va prendre un tarif linéaire, ce serait plus équitable. Mais pourquoi pas raisonner un pas plus loin et de se dire, si le tarif progressif n'est pas souhaitable, pourquoi ne pas appliquer un tarif dégressif? Ça, c'est la première question que je poserai. La deuxième chose, c'est de se dire, en fait, la tarification, quand elle a été mise en place, c'est un message que le monde politique a voulu faire passer. On veut faire en sorte que Bruxelles consomme moins d'eau. Il faut savoir quand même que Bruxelles n'a pas d'eau. Bruxelles prend son eau de la Wallonie. Donc, il y a aussi une dépendance régionale de Bruxelles par rapport à cela. Et finalement, sans tester l'efficacité. Et moi, j'ai envie de prendre l'inverse. Si on trouve un modèle qui est extrêmement efficace, mais dont le message est inaudible, est-ce un modèle qu'on doit appliquer? Ça, ce serait ma deuxième question. Je vais commencer par là, parce que voilà, j'ai déjà parlé pas mal. Je vais d'abord vous laisser répondre peut-être à ces deux questions-là. Oui, alors, la question qu'on peut... Est-ce que le problème du tarif dégressif n'est pas le même que le tarif progressif, finalement? Ce que je veux dire par là, c'est que on va aussi se retrouver... Alors, ou bien on fait un système comme en région wallonne où on ne fait pas, où on ne tient pas compte du registre national. Mais de nouveau... il faut, enfin, moi, j'ai pas encore vraiment, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette question de tarif dégressif, mais en fait, je vois pas le moindre avantage à une dégressivité du tarif. Pourquoi est-ce que les gens qui consomment beaucoup devront payer moins? Et de nouveau, la question est à qui il va profiter? À qui cela va-t-il profiter? Et bon, ça va profiter aux gens qui ont des fuites. Et ça, c'est peut-être déjà parce que la fuite, personne n'a une fuite, je suppose, en se disant, ah, chouette, j'ai une fuite. Donc, quand on a une fuite, ça veut dire a priori, les choses ne sont pas bien. Donc, je pense que ça peut profiter aux gens qui ont des fuites et aux gens qui ont des piscines. Alors, les gens qui ont des piscines, ils ne sont peut-être pas très nombreux non plus, du moins à Bruxelles. Mais je pense que progressif ou dégressif, finalement, c'est un peu la même chose. On va de nouveau avoir des effets pervers qui vont être importants. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que la linéarité, c'est vraiment, c'est simple, c'est bête, mais ça a l'avantage de la simplicité. Mais allez, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Si on se dit, imaginons, on ne voit pas a priori d'effet positif, a priori, ce qu'on imagine. Imaginons qu'on le teste et que ça marche, et que finalement, ça s'avère plus social, et comme, je dirais même un peu plus loin, dans le sens, puisqu'il n'y a pas d'effet du prix sur la consommation, ça ne peut pas être anti-écologique. Mais imaginons que ce soit positif au niveau social. Est-ce un système qu'on devrait appliquer à Bruxelles? Mais je ne vois pas très bien en quoi... Enfin, ça va profiter aux gens qui ont effectivement des mauvaises installations, des mauvais logements. Ça, je pense qu'eux vont sans doute profiter d'un système dégressif. Après, quand on dit dégressif, il faut encore voir ce que ça veut dire, parce que c'est comme dire progressif. Tout ça dépend des tranches qu'on va appliquer. Je veux dire, quand la Wallonie applique une tranche à 5000 m3, ça ne touche personne. Les usines. Oui, ça touche quand même peu de ménages. Des ménages qui consomment 5000 m3. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est fait pour les entreprises, en fait. Oui.
Voilà. D'accord. Ici, on est dans un cas à Bruxelles où, bon, pour le moment, du moins, il y a une séparation entre le tarif industriel et le tarif, le tarif domestique. Mais je pense que vraiment, en fait, dire tarif progressif, il faut voir en quoi est-ce qu'il est progressif. Donc ici, quand même, le tarif est fortement progressif à Bruxelles. Mais on pourrait aussi imaginer, parce que une des choses dont on me dit maintenant souvent, c'est qu'on ne peut pas changer le tarif progressif parce que l'ordonnance dit qu'on ne veut pas changer l'ordonnance, mais quand on fait une tarification progressive, soit on fait une tarification très progressive, avec une dernière tranche qui est par exemple 2 ou 3 fois plus chère que la première, ou 4 fois. On peut aussi faire l'exemple, le prix c'est 1 pour la tranche du milieu, 1,01 pour la tranche supérieure et 0,99 pour la tranche inférieure. Et je pense qu'une progressivité comme ça serait nettement moins problématique. Donc voilà, alors le tarif dégressif, il faudrait effectivement voir qu'est-ce que ça implique moi, je serais prêt à réfléchir à la question. C'est vrai que c'est une question que je n'ai pas cherché à aborder, mais je ne vois Ouais. pas bien la question. Mais je pense que ma Oui. collègue Chloé voulait dire quelque chose. Non, moi, pas tellement sur ce point-là. C'était plutôt par rapport à la deuxième intervention de Cédric sur le message politique. Donc, je ne sais pas, peut-être vous laisser continuer un petit peu le dialogue là-dessus. Juste pour que je comprenne bien, enfin, peut-être pour quand même participer à cette question-là. Donc, l'idée d'un tarif dégressif, comme Xavier le disait, pourrait, enfin, conditionnel, profiter à des ménages qui consomment beaucoup de manière volontaire ou involontaire. Et là, on pense plutôt que l'avantage social, ce serait pour ceux qui le font de manière involontaire, effectivement, installation vétuste, non-équipement technologique, etc. Mais encore une fois, je pense que tu l'as bien souligné, il faut faire tourner des modèles, c'est-à-dire que, et ça, quelque part, ça permet d'anticiper sur la deuxième question, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées et d'aller dans l'évidence et de croire que parce qu'on fait une tarification progressive, ça va forcément être solidaire. De même, pour la tarification dégressive, voyons un peu plus alors. Et alors le problème, et ça, on est toujours confronté à ça, ok, mais alors pour faire tourner des modèles, il faut des données. Et les données, c'est ça la grosse difficulté. C'est que ces données-là, de manière fine, enfin, voilà, on est face à des choses qui sont très difficiles à obtenir, quoi. Mais ça, j'aimerais bien comprendre. On a réussi à faire en Flandre et en Wallonie. En quoi c'est problématique à Bruxelles? C'est une question vraie, c'est une vraie question. Enfin, en quoi est-ce si différence, compliqué? c'est l'habitat. Hein. C'est-à-dire que le nombre de maisons unifamiliales, proportionnellement, le nombre de maisons unifamiliales en Flandre ou en Wallonie est sensiblement plus élevé qu'à Bruxelles. C'est ça. Donc, en fait, c'est les compteurs collectifs le problème. Le compteur collectif apporte une complexité majeure, donc ça complexifie tout. Et le problème, et ça c'est vraiment un sentiment que j'ai, c'est que ça concerne l'immense majorité, enfin, 2/3 des Bruxellois, c'est pas rien, donc c'est quand même une très grosse majorité des Bruxellois, et c'est souvent un impensé. C'est un des problèmes, je pense, à Bruxelles, c'est que souvent, on pense pas au compteur collectif, et après qu'on fait une mesure, on se dit, oui, mais et pour les compteurs collectifs, ah oui, j'avais oublié. Mais ce sont 2/3 des ménages. Xavier et Cédric, je me permets de vous interrompre une petite minute parce qu'on a justement une question qui va un peu dans ce sens-là et que je me posais également. Donc, quelqu'un nous écrit, si d'une manière ou d'une autre, on veut prévoir une forme de tarification sophistiquée, ne faut-il pas déjà encourager une individualisation des compteurs? Quels sont les obstacles à une telle individualisation? Et on pourrait aussi renchérir en disant, y a-t-il des réflexions menées en ce sens à Bruxelles, à tout le moins? Moi, je veux bien répondre. Enfin, je ne sais pas si c'est... Moi, je suis sûre qu'on va faire la même réponse, Xavier, donc je te laisse. Donc, déjà, alors, il y a des gros obstacles techniques à ça. Donc ça, c'est une première chose. Dans beaucoup de logements bruxellois, il est visiblement impossible, enfin moi je répète ce que j'entends, il est impossible de faire des compteurs individuels.
Parce qu'en fait, il y a des canalisations qui partent devant et derrière de la maison, et ce sont des colonnes qui montent sur plusieurs étages. Et donc, enfin, faire des compteurs individuels demande des travaux d'infrastructure majeurs qui vont avoir un coût majeur. Et par rapport au prix de l'eau, voilà, c'est aussi, on a tendance à faire le parallèle avec l'énergie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que le prix du bien n'est pas le même. L'eau est quand même encore, fort heureusement, beaucoup moins chère que l'énergie. Et donc, il faut que les choses soient proportionnées. C'était un des leitmotifs de Bernard Baraquet, je pense, qui est un chercheur français, et de dire, voilà, ça n'a pas de sens d'aller multiplier les compteurs individuels dans tous les logements, parce que ça va coûter très très cher, et finalement, ça va augmenter tout le coût du système, et le bénéfice va être faible. Donc, le coût-bénéfice est faible. Et donc, voilà, on est dans un cadre de compteurs avec beaucoup de compteurs collectifs. Il y a peut-être une partie qui peut être individualisée, mais il faut bien voir que probablement qu'individualiser ces compteurs dans un immeuble, ça va introduire, même dans des cas simples, des travaux d'infrastructure importants, et que pour gagner ça en termes de facture d'eau, il va falloir attendre de longues et longues et longues années. Alors, si je peux rajouter, parce qu'il n'y a pas que les coûts d'infrastructure, il y a aussi les coûts de gestion informatique derrière. Il faut quand même s'imaginer qu'il y a des gens, il y a des recours, il y a plein de choses qui n'iront pas, il y a des remplacements de compteurs à faire régulièrement, il y a de l'entretien, des protections contre le gel, ce genre de choses. On avait fait l'exercice chez nous, le coût de gestion d'un compteur, c'est 45 € par an et par compteur. Le coût de gestion, hein, donc même pas le coût de remplacement. Donc, 45 €, pour rappel, la partie fixe à Bruxelles, c'est 23,80 € hors TVA, donc on ne couvre pas le huitième du quart de ce que ça coûte réellement. Donc au-delà des coûts d'infrastructure qui sont en plus à charge des propriétaires, qui ne sont pas toujours forcément des propriétaires riches, eh bien, il y a effectivement ce coût-là, ce coût de gestion en plus, le coût de facturation, le coût de recouvrement, ce genre de choses. Donc il faut, à mon sens, pas arriver dans l'idée, comme le disait Xavier tout à l'heure, on manque de chiffres parce qu'on a beaucoup de compteurs collectifs. Il ne faudrait pas qu'on arrive à l'idée que pour mieux connaître les choses, il va falloir faire des coûts qui sont abominables et qui augmentent le prix de l'eau. Et de manière générale, hein, la tarification à Bruxelles, elle est extrêmement compliquée. Et en fait, quand on fait une tarification compliquée, on veut faire en sorte d'aider certaines catégories de ménages, mais en fait, ça génère de tels coûts que le prix de l'eau doit augmenter et on annihile le bienfait qu'on a essayé de rechercher. Donc, il faut éviter les usines à gaz et comme il le disait, l'énergie et l'eau, c'est pas le même prix. L'eau, on est à 3,50 € le mètre cube, quelque chose comme ça à Bruxelles, tout compris, c'est eau et assainissement. Il ne faudrait pas arriver dans ce genre de choses. Donc, je suis assez d'accord avec lui. Oui, moi je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat ou pas. Mais je voulais rebondir là-dessus, dans le sens où ce que vous venez de dire, ça rejoint aussi l'idée des fausses bonnes idées. C'est-à-dire, on pense que, enfin oui, en même temps, c'est moi qui l'ai amené en disant il faut plus de données, mais elles sont difficilement, on peut difficilement les obtenir. Donc, il y a peut-être des contradictions à lever. Mais en même temps, penser que parce qu'on connaîtrait dans les détails le tout, on va pouvoir arriver à quelque chose de plus juste, je pense que c'est aussi une fausse bonne idée et que parfois, il vaut mieux s'en tenir à des choses simples, viser à une forme de simplicité, même si on n'éliminera jamais toute injustice ou toute inégalité sociale, mais qui en fait, dans les faits, ont l'avantage de diminuer les coûts, qui ne sont donc pas reportés sur la collectivité. Et donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Avec une tarification linéaire, il y a toujours sans doute certaines catégories relativement minoritaires qui vont peut-être en pâtir, mais dans des cas de figure autres, en fait, on ne sait pas qui va en pâtir ou pas. Et donc, je pense que là aussi, il faut vraiment se méfier du vouloir tout documenter pour tout type de catégorie sociale. Et que ça, c'est aussi peut-être un message à faire passer au monde politique qui a, voilà, qui a plutôt tendance à vouloir absolument catégoriser l'ensemble de la population. Moi, je voulais aussi revenir sur autre chose qui me semble très important et c'est quelque chose pour lequel, en tout cas, Xavier et moi, on a souvent essayé d'avoir des discussions. Et tu l'as dit, c'est le fait que l'eau n'est pas financée par l'impôt.
C'était ma question Rien, suivante. oui, oui. Rien à Bruxelles n'est financé par l'impôt, que ce soit la distribution, et surtout, ce qui est de l'épuration et de la gestion des eaux usées. Si je peux tempérer un petit peu, parce qu'il y a quand Ouais, même, à mon sens, un subside de 30 millions d'euros qui est offert par le gouvernement bruxellois, enfin, qui est fourni par le oui, gouvernement bruxellois à d'accord. la Ouais, SBGE, donc il y a quand même un d'accord, petit il y a peu. une petite partie, oui, d'accord. Ouais. 50 centimes du mètre cube, ça fait quand même, donc c'est pas... Ouais. Ah, Néanmoins, voilà, pardon. Vas-y. c'est une vraie piste de réflexion. Pourquoi est-ce qu'un bien qui est reconnu comme un bien fondamental pour l'ensemble de la collectivité, qui est un investissement public et de l'ordre de la gestion publique, et là-dessus, Bruxelles revendique, et en Wallonie aussi, je pense, le fait que ça reste de la gestion publique, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir, ne fût-ce que la réflexion sur nos fiscalités, en particulier pour ce qui est, je dirais, de la gestion des eaux usées, qui est intimement liée aujourd'hui à la facture d'eau. Ça aussi, peut-être les Bruxellois ne le savent pas, mais en fait, l'eau de distribution, enfin, ce qu'ils payent sur leur facture, ce n'est pas que l'eau de distribution, c'est aussi toutes les installations qui sont coûteuses, même si c'est des prix plus ou moins fixes, mais qui concernent les eaux usées. Et Ça, donc, je peux t'offrir voilà, une piste de je crois, réponse. ouais, nous, c'est vraiment une des portes qu'on a envie d'ouvrir, mais qui est très, très difficile à ouvrir, très, très Ouais. difficile avec les pouvoirs publics. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, si je reprends l'exemple wallon, on est arrivé avec une directive dans 1991 sur les eaux urbaines résiduaires où il fallait tout équiper en station d'épuration, en collecteur, en égout, etc. C'est la directive la plus chère que l'Europe n'a jamais réalisée. Des milliards d'euros, des milliards et des milliards d'euros. Il reste encore énormément de choses à faire. À l'époque, on venait en Belgique de subir la régionalisation de la politique de l'eau. Donc, ce n'est plus l'État national qui s'en occupait, mais les différentes régions. Et ni Bruxelles ni la Wallonie n'ont eu les moyens, tout simplement, financiers et budgétaires, pour assumer ces directives qu'ils avaient eux-mêmes signées par ailleurs. Donc là, on peut se poser cette question. Et donc, il n'était pas plus qu'aujourd'hui très populaire d'augmenter l'impôt. C'est pas populaire d'augmenter l'impôt, tout le monde le sait. Et à l'époque, le prix de l'eau était très faible. On parlait de quelque chose de 1,50 € le mètre cube. Donc, le monde politique a trouvé un moyen très facile pour financer ces directives qu'ils avaient signées, de non plus le faire payer par l'impôt. Il n'y avait plus de marge, il y avait déjà un endettement qui était important, mais de le faire supporter par le prix de l'eau, parce que là, voilà, il y avait un sens de le faire payer par l'eau potable, l'assainissement des eaux usées. On en est arrivé là. Alors, tout allait bien jusqu'au moment où l'assainissement n'était pas très cher. Puis là, maintenant, l'assainissement, ça commence à coûter bonbon. Chez nous, c'est 5,50 € le mètre cube, dont 2,50 € d'assainissement. Et là, les gens commencent à râler. Ils disent, nous, on ne peut plus payer l'eau. Et donc, il n'est toujours pas aussi populaire de faire payer, d'augmenter les impôts aujourd'hui qu'hier ou avant-hier. Mais par contre, aujourd'hui, on ne peut plus augmenter le prix de l'eau. Et donc, on ne sait plus quoi faire avec cette directive. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'Union européenne, elle ne va pas s'arrêter là en matière environnementale. Elle va nous demander les micropolluants, les déversoirs d'orage, la transition énergétique, et c'est très bien, il faut le faire. Et comme on fait demain, l'OCDE a publié un rapport avec 3 pistes de financement. Financement par la dette publique, par la dette privée ou par la facture d'eau. La Belgique, l'OCDE dit très clairement, il n'y a qu'une piste de solution pour vous, c'est d'augmenter le prix de l'eau. Alors moi, j'ai un gros problème démocratique avec ça. En quoi est-ce à l'OCDE de nous dire ce qu'on doit faire avec notre financement de services publics? Donc, c'est extrêmement inquiétant. Quelle place pour l'impôt? Et moi, j'ai aussi envie de poser la question, est-ce que l'impôt est plus souhaitable en matière sociale que la facture d'eau? Et j'en suis pas persuadé pour autant. A priori, oui. Mais je t'en prie, vas-y. Non, encore une fois, la réponse n'est pas toute faite, elle n'est pas oui ou non, mais qu'au moins on discute. Mhm. Or, pour le moment, c'est des fins de non-recevoir là-dessus. Oui, oui. Il faut discuter quoi, là-dessus. Or, là, pour le moment, c'est... J'entends bien, je pense qu'on ne peut plus augmenter le prix de l'eau jusqu'à une certaine limite. On a eu des mouvements sociaux avant la crise sanitaire qu'on a eu tendance à oublier à cause de la crise sanitaire, mais ils sont toujours là, les difficultés sociales, elles sont toujours là. Et demain, augmenter le prix de l'eau, on ne pourra plus le faire. Chez nous, le gouvernement, il a dit, on n'augmente plus le prix de l'eau. Point. Voilà. Oui, mais nous, on fait quoi? Enfin, je veux dire, on ne peut pas augmenter l'impôt, on ne peut pas augmenter le prix de l'eau, on fait quoi? Et ça, le politique ne répond pas. Donc, il faut qu'ils choisissent. Dans le cas bruxellois, c'est peut-être plus flagrant qu'en Wallonie. Il y a aussi ce problème du coût vérité de l'eau, du coût vérité de l'assainissement. On fait payer l'ensemble du coût de l'assainissement aux consommateurs, mais on assainit le double de la quantité consommée.
Donc, Bruxelles, on assainit à peu près 140 millions de mètres cubes, 60 millions de mètres cubes sont vendus. Donc, on assainit le double de la consommation. Pourquoi est-ce que le consommateur doit payer pour l'assainissement des eaux de pluie, finalement? Oui. Il n'y a pas de lien entre la facture d'eau et ce principe de couverture n'est pas. Enfin, c'est aussi un cheval de bataille qu'on essaie d'aborder, mais voilà, politiquement, ça c'est peut-être un élément qui irait plutôt dans le sens d'effectivement, c'est plus efficace de le faire de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau fiscal, l'Union européenne, normalement, on doit appliquer une TVA de 21% sur tout, sauf sur les biens essentiels, notamment la distribution d'eau potable. Mais normalement, l'assainissement, c'est 21%. Il doit être facturé à 21%. On peut aujourd'hui le facturer à 6%, qu'à partir du moment où c'est un service annexe à la distribution d'eau potable. C'est un peu le biais fiscal qu'on a trouvé pour essayer de diminuer la TVA sur l'assainissement. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est les économies de service clientèle, de coûts de gestion. Puisqu'on a une seule facture pour l'ensemble, on n'a plus besoin de service clientèle, de personnes, de recouvrement séparés. C'est pas vrai, c'est pas valable partout. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est une facture séparée. C'est un choix qu'ils ont fait, ce qui fait que quand on regarde les prix de l'eau aux Pays-Bas, c'est 1,80 € au mètre cube. Quand on comprend l'assainissement et qu'on fait évidemment à champ constant, ils sont tout aussi chers que nous. Mais donc, il y a des possibilités en Europe qui se font déjà de manière différente. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui nous l'impose. C'est un choix fiscal et c'est un choix, on va dire, d'efficacité au niveau des services clientèle, d'efficience, on va dire, des services publics. Ce n'est pas un argument pour dire que demain, on doit continuer comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'assainissement, par exemple, le consommateur paie à peu près, je ne sais pas moi, de l'ordre de 50% du coût de l'assainissement, et que l'autre partie, celle qui est relative à l'eau de pluie, soit financée par la taxation, parce que le consommateur n'est pas responsable des eaux de pluie et de l'assainissement de ces eaux de pluie. Oui, une alternative serait aussi de se dire, c'est l'immobilier qui prend. C'est l'immobilier qui imperméabilise, qui génère des eaux de ruissellement qui arrivent. C'est ce qu'ils font par exemple en France. Oui, mais il y a le problème, il y a beaucoup de problèmes à ça. Outre le fait que mais les routes occupent une partie importante de la surface régionale. Et c'est de nouveau, Bruxelles, c'est toujours un petit, c'est pas tout à fait la Wallonie, hein, Bruxelles. Tout à fait. C'est une ville. Donc les routes occupent 20% de la surface régionale. Et là aussi, je pense qu'on va vers un problème de coût de gestion, c'est que chacun va commencer à dire ah oui, mais moi j'ai ma toiture verdurisée, j'ai augmenté mon jardin, j'ai diminué mon garage, etc. Et finalement, le coût d'estimation des surfaces imperméabilisées, ça va être délirant par rapport aux bénéfices qu'on peut en avoir. Là, je pense qu'il y a quand même un rapport coût-bénéfice aussi. Mais donc, j'entends bien, pour synthétiser un petit peu, c'est clair que demain, Bruxelles, comme la Wallonie, comme les autres pays européens, on ne sait pas ce qu'on va faire avec le financement de notre service d'eau. Et on a une précarité hydrique qui est croissante. Et il y a un moment où il faut faire des choix. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas les évaluations et qu'on n'a pas des choix politiques qui sont forts, c'est le CDE qui va choisir notre place. Et ça, on ne peut pas démocratiquement l'accepter. Il faut et même en Wallonie, j'ai du mal à faire passer l'idée, faisons des scénarios. Voilà, est-ce qu'on va vraiment respecter toutes les directives européennes? Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on va temporiser en espérant ne pas avoir trop d'astreintes au niveau européen? Et si oui, combien ça va coûter et comment on le finance? Et bien même en Wallonie, j'ai du mal à faire passer cette idée-là. On se met le nez dans le sable. Nous, aujourd'hui, il faut quand même savoir, c'est moins le cas à Bruxelles, en tout cas pour l'eau potable, mais on renouvelle 0,4% du linéaire de nos conduites d'eau chaque année. C'est-à-dire que notre réseau sera remplacé dans 250 ans. Il ne va jamais tenir 250 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ne pouvant pas augmenter le prix de l'eau ni l'impôt, on l'a déjà parlé, on retarde les investissements. Et donc, on crée une dette technique qui sera à payer un jour. Il faudra bien la payer un jour. Alors, je dis que ce n'est pas vrai à Bruxelles, où de l'époque d'Hydrobru, il y avait déjà quasiment 1%, ce qui est en général l'objectif qu'on se vise. Donc, en eau potable, c'est bien. Par contre, vous avez toute la problématique des égouts qui doivent être renouvelés. Et sans financement durable du service public, et là je reviens sur la précarité, les ménages aisés auront toujours les moyens de se passer du service public. C'est quelque chose contre lequel nous, on lutte en Wallonie, y compris avec des entrepreneurs qui sont passés pour des génies qui ne sont pas. Enfin, soit. Par contre, les ménages précarisés ne pourront jamais se passer du service public. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin qu'on évacue les eaux et que quelqu'un le fasse. Et en créant une dette technique et en sous-finançant le service public, on rend service à personne. Et donc, à un moment, cette question, elle doit devenir centrale. J'étais très content de voir cet article parce qu'au moins, quelqu'un s'intéresse à cette thématique qui, alors qui, moi, me paraît essentielle parce que là, je suis dans le secteur,
mais qui n'est pas uniquement importante pour moi. Et cette question qu'on pose en matière d'eau, elle est valable pour toutes les autres infrastructures. Donc voilà, je suis très content de voir cet article et j'espère que ça va susciter un débat, mais j'ai quand même vu que dans la déclaration gouvernementale, la place pour la négociation est très limitée, hein. C'est déjà cadré. Le choix est déjà fait, en tout cas pour les 5 prochaines années, pas les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Cédric. Je pense que c'est un excellent mot de la fin, en tout cas d'une fin temporaire, des fins de la séance d'aujourd'hui. Je pense que l'échange que vous venez d'avoir et qui a remplacé un petit peu l'échange avec la salle, on constate bien sûr que le numérique nuit un peu à l'interactivité, mais je pense aussi que ça vient du fait qu'en dehors des informations qui ont été transmises pendant la présentation de l'étude, l'échange que vous venez d'avoir tous les trois a ouvert encore d'autres portes et montre bien à quel point le débat est nécessaire, en effet. C'est pour ça que je dis que c'est une fin provisoire au débat du jour. On voit qu'il y a des questions démocratiques, d'entretien des réseaux, de choix à poser, de niveau de pouvoir aussi qui va prendre ses responsabilités, qui se pose derrière un thème qui, sur le papier, en disant tarification de l'eau, voilà, c'est quelques lettres, mais en fait, ça amène à beaucoup plus de réflexion. Donc, j'aimerais très chaleureusement remercier nos trois invités, Chloé, Xavier et Cédric, pour avoir partagé avec nous une partie de leurs connaissances et pour ces échanges très fructueux, je pense, qui permettront, je l'espère, à certains débats de se poursuivre. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont restées avec nous. Donc, merci à toutes et tous pour votre intérêt et n'oubliez pas donc que cette séance, comme les précédentes, sont donc disponibles sur la chaîne YouTube de l'IRIB ou alors directement via le site internet de l'IRIB. C'est peut-être la manière la plus simple d'y accéder. Donc, vous tapez simplement dans la barre de navigation de votre navigateur irib.be et là, vous aurez accès en fait aux archives des midis et y compris bien sûr tous les liens directs vers les séances. Par ailleurs, ça a été aussi partagé durant la séance d'aujourd'hui, la présentation est issue d'un article qui a été publié donc, dans la revue Brussels Studies. Donc, idem, vous cherchez brusselsstudies.be et vous trouverez l'article en tête de gondole. Voilà. Enfin, pour terminer, merci à Margot Hardy, donc, qui orchestre les midis de l'IRIB. Il s'agissait de la dernière séance de cette année académique. Un nouveau programme est d'ores et déjà en constitution pour la rentrée et nous vous en tiendrons bien sûr au courant via l'infolettre de l'IRIB. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de la même manière, le site de l'IRIB, irib.be, vous permettra de vous inscrire à cette infolettre et de recevoir toutes les informations concernant les séances et les midis de l'IRIB en particulier que nous espérons ardemment reprendre en 3 dimensions et en présentiel à partir de la rentrée. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.